Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis, l'émission qui vous parle d'histoire politique. Souvenez-vous, après la guerre du Péloponnèse, Athènes se remet difficilement du conflit meurtrier contre Sparte. Des luttes civiles divisent la cité, alors que les grands propriétaires terriens tentent de rétablir l'oligarchie. Finalement, la démocratie est à nouveau proclamée, et peu à peu la régénération des classes sociales de paysans, petits et moyens, ainsi que le redémarrage de l'activité commerciale, permettent à la cité de renouer avec l'équilibre civique. L'antagonisme de classe se poursuit, mais globalement les Athéniens sont plus préoccupés de reconstruire leurs institutions, et en particulier leur fiscalité, ainsi que d'assurer le ravitaillement de la cité, qui redevient une métropole prospère. La faction démocrate tolère les inégalités de l'ordre social en cherchant à le compenser par des mesures sociales et des actions devant les tribunaux, tandis que l'oligarchie s'accommode des institutions dans la mesure où elle peut continuer de s'enrichir. Pour résumer, l'évergétisme, les taxes et les procès permettent de reconstituer la classe intermédiaire, tandis que les riches athéniens se renouvellent énormément, essentiellement pour des raisons de mauvaise gestion des successions, ce qui fait disparaître l'aristocratie ancienne au profit de nouvelles élites. Cela contraste avec le reste de la Grèce, sous domination oligarchique, où les troubles sociaux explosent au IVe siècle avant Jésus-Christ, principalement en raison de l'endettement des plus pauvres et de l'accaparement des terres agricoles par les oligarques, provoquant conflits et révolutions. Conflits qui amènent à Athènes de nombreux métèques qui jouent un rôle primordial dans le dynamisme de l'économie athénienne. Le IVe siècle voit aussi l'apparition de nombreux philosophes, penseurs et orateurs célèbres, Platon, Aristote, Démosthène, autant de sources qui nous permettent de bénéficier de témoignages sur la situation d'Athènes ainsi que les progrès de la réflexion et sur les idées politiques. Concernant ces institutions, Athènes maintient l'ensemble que nous avions décrit au Ve siècle. Les magistrats assurent la direction militaire et politique de la cité, l'ecclésia délibère, vote les lois, dirige la politique extérieure et sert de tribunal pour les cas les plus graves. Enfin, les tribunaux de l'Héliée assurent la justice dans les affaires civiles et criminelles communes. Si le pouvoir est institutionnellement séparé, attention de ne pas faire un anachronisme avec la séparation des pouvoirs définie au XVIIIe siècle par Montesquieu et les philosophes des Lumières. Dans ce schéma, l'Ecclésia est un organe quasi omnipotent dans les domaines législatifs, exécutifs et judiciaires. Comme on l'a vu durant la guerre du Péloponnèse, cette institution n'a pas hésité à se livrer à des excès. Excès auxquels les Athéniens tentent de poser des limites dès la fin de la guerre du Péloponnèse. Souvenez-vous, en 406, les stratèges athéniens ayant remporté la bataille des Arginus contre la flotte spartiate furent exécutés à leur retour, accusés de ne pas avoir réussi à sauver les équipages naufragés lors d'une tempête. Xénophon utilise ce passage dans les Helléniques pour critiquer la démocratie. À cette occasion, l'Ecclésia, électrisée par des orateurs et des démagogues, souhaite exécuter sur le champ les stratèges. Ces démagogues utilisent et abusent des procédures, des mises en scène et de formulations équivoques pour obtenir du soutien et renvoyer les votes jusqu'à obtenir le quorum nécessaire. Plusieurs citoyens de l'Ecclésia tentent d'introduire ce qu'on appelle un graphé paranomon, c'est-à-dire un procès intenté à un citoyen qui soumet une proposition à l'Assemblée qui serait illégale au regard des lois de la cité. Littéralement une action en justice publique dans l'intérêt des lois, qui doit être porté devant l'Héliée, le tribunal populaire, dont les membres sont tirés au sort. La foule de l'Ecclésia, menée par les démagogues, cria qu'il serait scandaleux de s'opposer à la souveraineté populaire et d'empêcher le peuple de faire ce qu'il voulait. En conséquence, les stratèges furent exécutés, ce qui décrédibilisa pour beaucoup la démocratie. L'importance du graphé paranomon montre la compréhension par les Athéniens de la nécessité de limiter la puissance de l'Assemblée lorsqu'elle souhaitait transgresser ses propres lois. Au IVe siècle, le graphé paranomon devient une pratique courante et respectée qui tempère plus d'une fois le pouvoir de l'Ecclésia. Se crée ainsi pour la première fois dans l'histoire une distinction entre ce qu'on appellerait de façon moderne la constitution, c'est-à-dire les règles fondamentales d'un système politique, et les lois, les règles qui régulent les rapports sociaux. La Constitution fixe un cadre que le législateur ne peut pas violer comme il l'entend, littéralement un garde-fou. La mise en place de contre-pouvoirs est en fait au cœur du développement de la démocratie arrivée à maturité. Rappelons que s'interconnectent des mécanismes de désignation qui assurent un certain équilibre et chaque fonction est généralement limitée à un an.
Les stratèges sont élus directement par chaque tribu, il s'agit de l'élément électif du régime. À l'Ecclésia, tous les citoyens sont égaux, et le Conseil des 500, tiré au sort parmi les volontaires dans les dèmes, est chargé d'assurer la qualité et l'expertise du débat. À l'Héliée, les juges sont tirés au sort parmi les volontaires. Enfin, au niveau local, les dèmes administrent les problèmes locaux avec une assemblée, et le démarque est élu pour servir de magistrat. L'Ecclésia contrôle les stratèges, l'Héliée contrôle les décisions de l'Ecclésia en cas de graphée par anomone. Globalement, le pouvoir des tribunaux populaires joue un rôle de plus en plus régulateur des rapports politiques et sociaux au IVe siècle, ce qui explique en partie pourquoi les conflits ne se règlent pas par la violence à Athènes. L'ostracisme disparaît également, tandis que le mistos est maintenant étendu à l'Ecclésia. Un équilibre est retrouvé entre la démocratie directe et les éléments oligarchiques du régime, sans devoir s'appuyer sur une idéologie sacrificielle et la mobilisation permanente des factions de l'époque de Périclès. Sur le plan extérieur, Athènes reste relativement épargnée par les conflits. Même si elle s'implique régulièrement pour empêcher ses rivales de dominer l'Ellada, la cité elle-même est un refuge de paix dans un monde instable. Le climat géopolitique de la Grèce ne refroidit pas. Ayant écrasé Athènes, Sparte installe des oligarchies tyranniques dans les anciennes cités de la Ligue de Délos et tente de construire son propre empire. Cet impérialisme ligue contre elle les Perses, Athènes et ses anciens alliés de Thèbes, Corinthe et Argos, toutes converties à la démocratie. La guerre de Corinthe dure de 395 à 387 et débouche sur une déclaration d'autonomie de toutes les cités grecques, garantie par Sparte qui doit renoncer à son empire, sous les auspices du roi de Perse, arbitre du conflit. Il récupère pour lui-même toutes les cités d'Asie mineure. Athènes parvient dans la mêlée à récupérer Lemnos, Skyros et Embros. Les Spartiates continuent d'abuser de leur position et occupent Thèbes, ce qui pousse les Athéniens à former une seconde ligue, appelée Seconde Confédération Athénienne. Contrairement à la Ligue de Délos, il s'agit d'une alliance entre égaux, dans laquelle les Athéniens s'engagent à ne pas installer de garnisons et de colonies, à modifier les régimes politiques des autres alliés, ni à collecter de foros. Les contributions des alliés sont sur une base volontaire, et l'Assemblée des alliés n'est pas sous l'influence impérialiste d'Athènes. Pour financer les nouvelles guerres, les Athéniens inventent l'Eisphora, une taxe sur le capital que doivent assurer les plus riches de la cité. Les hommes les plus riches doivent avancer eux-mêmes l'argent pour financer les efforts de la cité, et doivent collecter le reste auprès des autres hommes riches. La guerre reprend rapidement entre Thèbes et Sparte, Thèbes étant cette fois alliée à Athènes. La coalition athénienne finit par écraser les Spartiates sur mer, contraignant les Spartiates à la paix. Thèbes en profite pour ressusciter la confédération béotienne, ce qui pousse Athènes à s'allier à Sparte contre elle. Les Spartiates envahissent la Béotie mais se font écraser à Leuctre en -371. Le Péloponnèse est à son tour envahi. La quasi-totalité des anciens alliés de Sparte se retourne contre les Lacédémoniens en même temps qu'une énième révolte ilotique se déclenche. Sparte perd toute la Messénie et nombre de territoires, se trouvant réduite à la Laconie. Les Lacédémoniens sont définitivement hors jeu et Thèbes proclame son hégémonie sur la Grèce. Les Athéniens restaurent de leur côté leur empire en mer Égée, ralliant les Cyclades, Lesbos, Chios, Samos, la Chersonèse et la Propontide. L'hégémon de Thèbes sur la Grèce est en réalité très faible, tant la cité elle-même est affaiblie et n'a pas les moyens de mener à bien ses ambitions. En Macédoine, un roi puissant, Philippe II, émerge et rase finalement Thèbes. Athènes renforce sa confédération de manière impérialiste, au point de finir par susciter des révoltes, ce qui déclenche la guerre des alliés de 357 à 355. Alliée à Philippe II de Macédoine, elle est néanmoins trompée par ce dernier qui en profite pour briser sa confédération avec la complicité de l'Empire perse. Athènes tente ensuite sans succès de s'opposer aux Macédoniens qui ne parviennent cependant jamais à la soumettre. La cité continue d'exister de manière plus ou moins indépendante jusque sous le règne de la République romaine. Elle maintient ses institutions sous un jour plus oligarchique jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, jusqu'à être remplacée par les institutions municipales classiques d'une cité romaine.